Pour faire un tour de l'actualité, tu peux commencer par voir quels sont les articles les plus lus. Et avec surprise, parfois, on trouve des choses intéressantes auxquelles on ne s'attendait pas. La CIA utilise le NATO et l'OTAN comme système de surveillance. Et bien cet article, révolte de la Terre, euh, départ du Mali, du Burkina Faso, le Texas, oh, grosse affaire, risque de génocide, ça c'est énorme affaire. Sous quel angle devons-nous considérer la décision de la Cour internationale de justice? Ça fait partie de l'affaire qui est là. Et ça, c'est important parce que l'angle a été laissé libre à l'interprétation par les instances. En tout cas, les forces en présence n'ont pas permis de trancher. Donc, ils n'ont pas tranché. Mais c'est l'opinion qui peut choisir. Euh, la corruption menace la stabilité. Au Maroc, bon, Chine et Brésil, etc. Bon, l'article est plus lu, c'est marrant parce que c'est surprenant. Mais si tu veux vraiment avoir une vision globale, c'est pour ça qu'on a la catégorie des... alors déjà, tu as les cheminements qui permettent de voir euh, qu'est-ce qui a engendré quelle action. Chaque action engendre une autre action. C'est toujours pareil. Donc, tu peux suivre en détail. Des fois, ça vient de loin. Euh, les catastrophes diverses qui peuvent y arriver dans ce monde. Ça, c'est la structuration de l'information. Et les événements, en fait, bah, ce sont les activités les plus importantes en ce moment, les dossiers d'articles, tout simplement. Donc, à chaque fois que quelque chose devient euh, prend de l'ampleur, eh ben, on écrit beaucoup à ce sujet, ce qui fait que ça engendre des dossiers d'articles et qui peuvent être donc arrangés comme ça pour remonter au précédent et au précédent en arborescence. Par exemple, là, non, on parle de la requête de l'Afrique du Sud, de la Cour internationale de justice, la CIJ, contre Israël pour génocide. Et ça s'est terminé donc par la CIJ n'ordonne pas un cessez-le-feu. Ça, c'est pas forcément le plus important. C'est pas son rôle d'ordonner des cessez-le-feu. Joe Loria est un auteur extrêmement respecté. Quand son auteur est marqué ici, tu peux voir qui c'était et comprendre son cheminement en fait. En général, tu vois le nombre d'articles, 150, tu fais ah ouais. Concernant, ben, j'ai dit le principal concernant ça, hein. J'ai dit que simplement la décision qui a été prise au final, qui est mi-figue, mi-raisin, qui consiste à dire nous attendons d'avoir une preuve d'un génocide. C'est-à-dire qu'ils attendent d'avoir soit plus de morts qu'il n'y en a eu, alors qu'il n'y en a jamais eu autant dans une guerre, soit d'avoir la certitude que cette mort est due à la haine et pas du tout par simple stratégie politique ou commerciale. Euh, ce qui est dit, on se demande où est la différence. Euh, et donc, ça a engendré énormément de commentaires, forcément. Le truc le plus important, c'est que juste après la décision de la CIJ, de façon coordonnée, de nombreux pays du monde ont décidé de suspendre le financement de l'UNRWA, euh, ce qui est l'organisme de l'ONU qui permet d'apporter de l'aide humanitaire, alimentaire, aux réfugiés palestiniens. Sachant que maintenant ils sont tous à 100% réfugiés, puisque l'ensemble du pays, toute la partie nord et ensuite le reste, a été littéralement rasé. Tous les bâtiments sont détruits, le territoire est intégralement inhabitable. Il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de moyen de circuler librement. Tout est sous les décombres. Donc forcément, ils sont tous réfugiés. Et c'est principalement eux qui s'occupent de la distribution de nourriture. Sachant que les aides, les-
dû aux dons et dû aux associations qui passent par l'Égypte pour arriver depuis le sud en Palestine, sont très fortement rançonnés. Alors, il y avait un article là-dessus, je ne sais pas si on va le retrouver parce que ça date un peu déjà, mais il y avait une série d'articles sur ce sujet. Tiens, si tu mets chantage. Je fais souvent je sais pas, de rançon dans un truc, et donc ça retombe sur chantage parfois. On va trouver ça. Attends, je l'ai trouvé à point de passage, en faisant une recherche à ce terme. En passant, je n'ai trouvé un autre de terme qui était très intéressant. C'est quand tu suis le terme Rafa, tu vas trouver des choses très intéressantes. Enfin, très intéressantes dans la mesure où il s'agit de euh, avoir un aperçu global des événements qui se déroulent dans la région, sachant que action, réaction. Et c'est ça qui est très pertinent. Juste pour la parenthèse sur les Palestiniens qui se font rançonner, il y avait donc 3 articles là-dessus. Et donc ils payent des milliers de dollars pour fuir vers l'Égypte, ce qui fait que Israël se pose aussi comme garde-frontière pour ceux qui veulent fuir le génocide, l'extermination, et ils font payer euh, au prix fort ceux qui veulent sortir. Parfois même ils font payer et ils donnent rien du tout en échange. Euh, pour trouver cet argent, ils sont obligés les uns les autres de faire des choses que enfin, une personne en particulier a témoigné en disant qu'elle n'en parlera jamais. Mais les autorités égyptiennes font payer le prix fort aux Palestiniens. Une ONG révèle qu'une entreprise liée aux renseignements exige 5 000 dollars acheminer de l'aide. Donc, ce qui rentre et ce qui sort passe par un. Comment ça s'appelle? Un dessous de table. Ce qui est intéressant, c'est que Israël met tellement de pression sur les gens que c'est quasiment illégal ou mal vu ou difficile de porter de l'aide de façon honnête et loyale. Il faut donc que ce soit l'aide humanitaire, quelque chose de d'illégal quasiment ou en gros considéré comme subversif ou voilà ce que je veux dire. C'est underground. Et voilà, tout ce qui est humanitaire, tout ce qui est le bien a été rendu euh, obligé de se cacher. Et ça, c'est vraiment l'information la plus importante dans ce petit passage qui semble anecdotique, où on dit bah, c'est normal, il fout de la thune. Enfin, c'est normal, je sais pas, mais non. Mais dans ce cas, il se trouve que tout l'humanitaire, le bien, le fait de se comporter humainement et normalement est quelque chose qui est illégal et qui doit se faire en cachette et qui doit se payer au prix fort jusqu'à 10 000 dollars. Et les prix augmentent en permanence en fait. Parce qu'il y a l'offre et la demande. Hein. Euh, on peut supplier, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, si tu veux vivre, tu dois payer. Et avec ça, tu obtiens le droit extraordinaire d'aller vivre dans une tente dans le désert, ce qui est exactement le plan prévu initialement par les exterminateurs, d'envoyer tout le monde dans le désert. À un moment donné, ils ont même dit on devrait les mettre sur un bateau, dans l'eau. Comme ça ils seront tranquilles là-bas. Vous serez bien là-bas, il n'y a pas de problème. Quand je cherchais un truc à Rafah, j'ai trouvé des choses intéressantes du coup, parce qu'on a tout un cheminement. Le truc important qui s'est passé, c'est euh, suite à la décision de la CIJ et le fait qu'en réponse à. Enfin, c'est pas suite à ça, c'est à la fin. En réponse, ils ont coupé les fonds à l'UNRWA. Euh, En même temps, les États-Unis et la Grande-Bretagne opèrent, enfin, et tous les pays qui ont coupé les fonds, évidemment, opèrent une euh, attaque euh, concertée euh,
contre les Palestiniens et contre l'humanité, euh, mais de façon mm, euh, à la fois à répliquer contre l'argument de la CIJ et à la fois à s'y conformer. C'est très difficile. Par exemple, on a eu, il faut que je trouve ça, on a eu la réaction de la France qui a été de dire oh là là, c'est mal ce que vous faites, c'est vrai, après tout, nanana. Et puis dans le même temps, il faut que je trouve cet article. Dans le même temps, bah, continuez à alimenter en armes, en argent, allez-y, allez-y, éclatez-vous, faites-vous plaisir. Au moment où la décision de la CIJ a été rendue, ou au moment où il y a des cessez-le-feu qui sont proclamés, Israël se défoule au maximum possible jusqu'à la dernière minute. Et en termes de crimes et de meurtres, c'est le moment où ils se disent ah bah on a encore un peu de temps, allez-y, éclatez-vous. Les soldats israéliens qui font ça sont des enfants, hein, ils n'ont pas de culture, ils sont manipulés, ils sont utilisés et ils sont envoyés en enfer parce que ils connaîtront l'enfer, hein, forcément. Donc on leur dit allez, va, brûle ta vie pour le bien des mafieux qui contrôlent le territoire. Et ils y vont en étant heureux de le faire. Euh, je vais essayer de revenir sur un fil plus précis. Les témoignages de Gazaoui, ça c'est une partie énorme. C'est très intéressant du coup. Une chose importante, c'est que depuis le début, tout ce qui concerne Gaza, ce sont des articles qui sont normalement classifiés comme documentaires et non pas comme analyses. Seulement les analyses sont les seules à être publiées sur Twitter. Et, parce que ce sont des réflexions de fond. Tandis que les documentaires, les descriptions de la réalité, celles qui ont une étoile, normalement il n'y en a qu'une ici, elles ne sont pas diffusées sur Twitter. Celles qui ont 0 étoile, ce sont les faits, les faits simples. C'est juste pour savoir que ceci a eu lieu. Une analyse, c'est une réflexion sur un fait. Et donc je fais monter d'un cran les documentaires pour augmenter leur visibilité. Ce qui a eu un effet assez important sur les statistiques, entre parenthèses. Et du coup, maintenant, on en est à 433 000 par semaine. C'était pas le but, hein. Le but, c'est de documenter, d'avoir la documentation. Euh, revenons ici. Des milliers de bébés de nos. Là, si tu veux voir toutes les souffrances du monde, rien que ce mot-là, Rafa, est un centre géographique, centre épistémique, on va dire, de tout ce qui est terrible. C'est vraiment horrible. Alors, des milliers d'enfants naissent dans l'enfer de Gaza, euh, la famine, le racisme occidental assomme des graines de Gaza. Alors ça, le rôle de l'Occident dans l'affaire a été très documenté. Euh, Celui-là, il devrait être relié avec d'autres articles sur le, le principe occidental, mais enfin avec la- comment on appelle ça? La concertation, la coalition occidentale. Il n'y a pas de système de classification qui permet de relier tout ce qui concerne la coalition occidentale. Il faut juste faire une recherche sur le terme occidental, mais ça va être énorme parce qu'on a déjà beaucoup de haine contre l'Occident. Il faudra trouver un terme comme ça et peut-être qu'on créera un système de classification. En général, il y en a un qui est utilisé fréquemment, c'est le terme anti-Occident qui est ici. Mais il ne s'applique pas en l'occurrence là parce que ce serait un jugement de la part de cet auteur, Jonathan Cook. Quoique, en l'occurrence, ça peut le faire là. Jonathan Cook, on dit de lui que c'est une perle de gentillesse et d'humanité. Et de toute façon, il y a déjà pas mal d'articles qui sont classifiés en tant qu'anti-Occident, comme là, si tu vas là, et qui permet d'avoir cette compréhension générale. L'Occident collectif assassine le droit international. Il n'y a qu'une seule vérité pour l'Occident, celle de l'Occident, surtout des Américains. La CIJ conteste les affirmations d'une finalité morale inattaquable et prenant les structures du pouvoir occidental. Alors, il faut toujours lire les articles de Alastair Cook.
Ça, c'est celui qui est au top de, c'est le top des auteurs, avec Pepe Escobar, c'est nos chouchous préférés depuis 2 ans. Ils ne sont pas délogés. La lutte de l'Occident contre le courant de l'histoire. Le droit international a-t-il survécu? Ou la classe politique a-t-il tué? En général, tu vois ça, de Craig Murray, évidemment, c'est une pointure. Tu vois que ça se relie avec l'autre, c'est le 66. Lui, il dit pareil. Ah ben, il n'était pas signalé en tant que copain. Ils vont ensemble. Euh, les Houthis ont uni le Moyen-Orient contre l'Occident. Alors, voilà, l'histoire des Houthis. C'est donc un peu comme, ils sont un peu comme de la famille du, du Hamas dans la mesure où ils ont un territoire à eux à l'intérieur d'un pays qui est régenté par des ennemis du peuple et des collaborateurs ennemis qui sont arrivés au pouvoir et qui ont pris le pouvoir. Donc c'est une cellule de résistance. C'est comme ça que ça s'appelle. Et leur activité a consisté à réagir en défense des Palestiniens en provoquant des actes de piraterie sur les cargos et transports de marchandises qui passent juste devant chez eux euh, de façon à alimenter Israël en biens quotidiens, biens alimentaires, bien de production, etc. Et gaz et électricité. Voilà, dans le but d'opérer un début d'attrition, ce qui est une stratégie de guerre de base. Ils ont un très bon succès là-dessus. Ils sont très forts parce qu'ils sont très malins. Ils ont réussi à construire des drones pour pas cher à partir de moteurs de moto ou des choses comme ça. Euh, donc ils ont des ressources, ils ont des idées, ils ont une vraie volonté et ils sont au niveau de leur population très soutenus, évidemment. Ce qui se passe, c'est que le Yémen est avant tout connu pour avoir été l'endroit où a eu lieu une des plus grosses famines ayant jamais existé dans les années précédentes. Tout le monde l'a oublié, cette histoire. C'est quand même, c'est quand même surprenant. Tiens, quand tu fais ça, est-ce que tu as une réponse là? Ah, c'est ce qui va ici. D'accord, c'est mon truc qui est mal fiché, pardon. Yémen. Ah, il va dans Occident. Ben d'accord, merci. Et ben voilà, je me suis planté. Alors, on commence. Tac, ça, tu peux le virer. Enfin, on a fait le tour. Enfin, on aura plein de choses à dire, mais bon, ça va très loin. Yémen, il est passé par là. Et Yémen, l'année passée. Oh, mais non, tu m'embêtes, toi. Alors, tu vires celui-là. Voilà. Yémen dans les années passées. On parlait surtout du Yémen en rapport avec la famine imposée par l'Arabie Saoudite. Donc l'Arabie Saoudite a provoqué une famine monumentale et catastrophique, cataclysmique en- au Yémen. Et ils y ont répondu par un coup d'éclat stratégique qui a consisté à faire exploser un tout petit truc qui était super, super important pour l'Arabie Saoudite dans une raffinerie. Et ça a tout bloqué. Ils étaient extrêmement choqués de voir qu'ils avaient un point faible comme ça. Et surtout que les Yéménites ont pu, les Houthis ont pu découvrir ce point faible et l'exploiter. C'est vraiment sur le plan stratégique un coup de maître. Ce qui a mis du coup un coup d'arrêt à l'extermination par la famine du Yémen, organisée par l'Arabie Saoudite. Et du coup, bah, ils ont essayé de calmer un peu le jeu, hein. Mais voilà, l'histoire du Yémen, l'histoire récente du Yémen, c'est ça. Raid punitif des Houthis contre Abu Dhabi, tournant dans la guerre du Yémen. Les Émirats confrontés au spectre de la défaite. Euh, les frappes aériennes meurtrières de la coalition condamnées par le patron de l'ONU, évidemment. Les Houthis du Yémen demandent à Abu Dhabi de retirer les frappes. Ça, c'était l'année passée, tout ça. Donc voilà d'où ça vient. C'était pour dire ça. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que
La chose la plus importante qui méritait de faire une vidéo, je vais essayer de la retrouver. Attends. Bon, on va y aller ensemble, comme ça tu vas pouvoir voir défiler les trucs. Parce que dans les articles les plus importants, les plus soutenus cette semaine, c'est toujours en tête des charts, la Cour, la CIJ, la décision et toutes les choses qui en découlent, dont notamment dans l'UNRWA, on a dit, donc les agriculteurs en colère, on ne sait pas où c'est allé. Les gilets jaunes au Texas, enfin, le Texas qui fait sécession, qui demande, et puis d'autres États qui demandent à faire de même, parce qu'ils ne sont pas contents que les gens puissent venir chez eux, immigration, etc. Bon voilà, c'est tambouille américaine, hein. Le World Economic Forum, je ne vois pas pourquoi les gens en parlent à chaque fois, ils n'arrêtent pas de parler de ça. Il suffit de pas en parler pour que ça n'existe pas. Ce sont des gens qui sont tellement nuls intellectuellement. Bien sûr, ils ont du pouvoir, bien sûr, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et bien sûr, il suffit qu'ils aient une idée, même stupide, pour qu'ils donnent l'ordre qu'on le fasse réaliser, même si ce n'est pas réalisable. Faire bouffer des moustiques à tout le monde, ok, pas de problème, faisons ça. Euh, bon, voilà. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger se retirent de la CEDEAO. Ça, c'était vraiment un coup d'éclat de la semaine. Donc, ça a engendré très vite ces articles. Ça a permis de mettre un terme à l'influence néfaste des Occidentaux en Afrique. Ça, c'est la finalité d'une longue démarche de coups d'État successifs contre des pays qui étaient à la botte, et pareil qu'au Yémen et aux d'autres partout en Palestine, des pays qui étaient en fait des infiltrés de pays étrangers qui avaient pris le pouvoir. Donc littéralement, c'était des coups d'État déjà. Euh, et par contre, sous le drapeau démocratique et le drapeau officiel de la beauté du monde et de la joie de l'Occident, et donc du pillage des ressources autant qu'on veut, et des règles insupportables, insoutenables. Bon voilà, ils se sont rebellés. Ce qui est intéressant, c'est qu'au tout départ, c'est quelqu'un qui était, un- comment ça s'appelle, de la Légion étrangère française, qui faisait partie des forces qui sont associées aux terroristes, qui commettent des crimes de masse sur les populations civiles. Et il a commencé à dire non, je ne vais pas faire ça. Et donc il s'est rebellé, il a déserté, il a pris un groupe de personnes avec lui, et ils ont attaqué le Mali, ils ont pris le pouvoir au Mali, et ils ont dit, voilà, attends, on va remettre les choses dans l'ordre, et maintenant, il y a moyen de faire quelque chose de puissant avec toute cette force, cette puissance dont on dispose, toutes les matières premières, les ressources naturelles dont on dispose. Pourquoi tout le monde meurt de faim, hein? Et du coup, ça a lancé l'idée à d'autres pays de faire pareil. Donc, tu as plein de clients pour ça, hein, en Afrique. Et voilà, Burkina Faso, le Niger, tu as aussi après le Tchad et ainsi de suite. Ça va être compliqué. Le Soudan, c'est en cours. Enfin, on verra. Mais et bon, je connais pas tout en détail, mais c'est une flambée de révolution en Afrique. Jusqu'ici, la CEDEAO intervenait pour dire nous ne sommes pas d'accord, nous punissons, nous condamnons. Maintenant, ils se disent la CEDEAO, bah, tu gardes ton avis pour toi, hein. Tu vas pas nous embêter. En fait. Euh, la Russie, et puis bon, c'est sa guerre qui continue indéfiniment, euh, avec des nouveaux financements qui n'arrêtent pas de tomber, des hommes qui n'arrêtent pas de tomber, et tout ça pour une destruction continue. L'analyse la plus fulgurante que j'ai vue, c'est celle qui disait que tout ce qui est fait pour l'Ukraine n'est pas fait pour l'Ukraine, mais contre la Russie, au détriment de l'Ukraine. Il y a Julian Assange qui va être dans la semaine le centre de l'actualité. Là, ça va commencer à exploser ce truc. Euh, donc, on va voir ce qui va se passer. Pour la dernière séance du tribunal, le tribunal le plus ignoble du monde, où la juge est vraiment une sèche et méchante et impitoyable et de mauvaise foi, objectivement et ouvertement de mauvaise foi. Euh, on peut rien faire, on a l'impression que c'est une autorité implacable qui agit contre lui.
quoi qu'il arrive, même les gens qui vont aider Assange dans sa défense peuvent être des infiltrés, comme on l'a vu avec Dupond-Moretti. Donc c'est... donc je crois que c'était ça. Mais en gros, le pauvre Assange, quelqu'un a dit, lui, vous le mettez au cajot jusqu'à la fin de sa vie, quoi coûte que coûte. Et c'est comme ça, c'est tout. Il va mourir en prison et c'est ce qu'on veut. Et toute l'information là-dessus est complètement étouffée. Plein de gens ne connaissent pas du tout Julian Assange. Frappe des troupes américaines. Voilà, c'est ça le truc. Alors, frappe des troupes américaines en Jordanie. Téhéran réfute son application. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il s'est passé des choses là-dessus. Quand tu es comme ça, tu vas là et tu vas là. Après, le reste, c'est encore autre chose. Mais ça, c'était vraiment le truc le plus intéressant. Parce que depuis le début, si après je vais résumer vite, je terminer vite la vidéo quand même. Ça fait un moment qu'on y est là. Combien de temps? 26 minutes. Allez, disons qu'il reste 4 minutes. Depuis le début, le but est d'organiser une guerre mondiale. Et donc, la même chose que ce qui s'est passé à la 1 et à la 2, ça se passe dans la même région avec les mêmes motifs et les mêmes tensions entre les pays. Il suffit qu'il y ait une étincelle qui mette le feu aux poudres. Et donc, ils font tout, pour absolument tout. Et objectivement, on le voit bien qu'ils font exprès de faire que la, euh, la guerre s'étende de pays en pays, comme une traînée de poudre. Et depuis le départ, l'Iran et le Liban ont décidé de ne pas intervenir pour défendre la Palestine. Donc de dire, oh là là, si on fait ça, il y a déjà les bateaux américains qui sont au bord, qui sont prêts à tirer. Euh, il y a une espèce de gardien qui menace partout. Donc ils ont décidé de sacrifier, de laisser faire l'extermination des Palestiniens pour éviter d'embraser le monde entier. Et les outils là-dessus, ils ont fait non, mais non, nous on peut agir quand même. Alors ils ont commencé à agir. Ce qui a donné le point de départ à essayer de s'attaquer contre eux, enfin, et de répandre la guerre. En même temps, Israël attaquait quand même le Liban et attaquait quand même l'Iran. Les Américains sont quand même venus attaquer à droite et à gauche, mais les Américains n'attaquent qu'en représailles. Par contre, si personne ne les attaque, ils ne peuvent pas répondre. Alors, ce dont ils ont besoin, c'est d'avoir d'avoir une raison de répondre. Et de répondre de façon disproportionnée, de façon à énerver tout le monde. Et de façon à ce que d'autres se disent, ouais, on va les attaquer aussi. Et, et d'impliquer ensuite d'autres pays par extension les uns après les autres. Alors, on parle de Liban, de la Syrie, de l'Irak, du Yémen, bref, toute la région. Ça va s'étendre. Après, il y aura peut-être la Turquie qui va faire quelque chose, avec leurs fardeaux qui transportent, bon, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que les frappes sur des troupes américaines, donc les troupes américaines ont été frappées, mais l'Iran dit non, c'est pas nous. Et pourtant, malgré qu'ils disent non, c'est pas nous, alors on continue. Plusieurs régions dont le Sanaa visé par des frappes anglo-américaines, et ben les américaines frappent des groupes de machins Ashad Shami, la force iranienne, que en Syrie, en Irak. Ah oui, ils ont aussi tué Israël, très précisément des têtes du Hezbollah et des gardiens de la révolution en Iran, des gens qui étaient très bien. Ils ont aussi assassiné des gens qui allaient à l'enterrement de l'un de ceux-là, ce qui est une tradition. Ça se voit très souvent en Palestine, hein, dès qu'il y a un enterrement de quelqu'un qui a été assassiné, on re-assassine par-dessus pendant l'enterrement. Ça se fait souvent. Ils aiment bien ce côté vicieux du truc. Donc c'est un peu comme une signature, hein, quand on cherche un criminel en série, on cherche des signatures, ça c'est pratique. Mystère de l'attaque Tower 22. Donc voilà, ça c'était le moment où la résistance islamique en Irak a revendiqué la responsabilité d'une attaque majeure. Les escalades US au Moyen-Orient. Et donc le mot escalade, si tu veux, tu peux pointer là-dessus et tu vas voir que tout est fait et, pour ces escalades et qu'à la fois
tout est fait contre cette escalade. Donc c'est vraiment une volonté manifeste d'enflammer le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a une stratégie encore derrière tout ça qui est encore plus euh, concomitante avec tout ce qui se passe, mais qui est en arrière-plan et qui se trame. Je voulais finir sur la remarque. Quelque part, la Russie a fait la remarque en disant vous faites exprès ou quoi? Risque d'engrenage après les frappes américaines, nanana. Ça bombarde massivement l'Irak et la Syrie. Donc ils ont mis le, le pied au plancher. Voilà, ils se sont investis dans l'événement. Au départ, les Américains font faire aux autres leur travail, mais quand ça avance pas, ils y vont eux-mêmes. Bon, voilà, c'était pour dire ça. Là, c'est la situation actuelle là, qu'on en est. Voilà, ça c'était encore à l'actualité, il n'avait pas besoin de chercher loin, hein. Il était encore dans des dossiers. Euh, les intermédiaires, la défaite de l'occupant contre. Et ça, donc voilà, pour finir, hein, vite fait, pour finir maintenant, à part ces informations qui sont la suicide de l'Occident, ça fait 2 ans que ce mot existe. Il y a un terme, suicide de l'Occident d'ailleurs, qui existe. Mais c'était pas pour cette raison qu'il était. Mais la défaite de l'occupant israélien contre la résistance est hors de doute. Ça, c'est la formulation. Mais oui, il n'y a aucun doute sur le fait que l'agresseur est perdant. Et donc, tous les agresseurs sont perdants, d'office. C'est pas la peine d'attendre que le temps arrive, que le temps passe. Le temps, il va passer. Tu es sûr que le temps va passer. Et donc, tu es sûr que le jugement va se faire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le jugement, il porte sur les faits restants de la réalité et constatable. On a une situation A, un événement, puis qui arrive à une situation B. On évalue l'événement et on voit le lien entre la situation A et la situation B avec le recul de l'histoire. Il n'y a aucun doute, vraiment aucun doute, que les méchants de l'histoire sont condamnés à être jugés en tant que perdants de l'histoire et en tant que fous alliés. Ils doivent être euh, pas jugés en tant que fous alliés, mais ça c'est un jugement. Ils doivent être simplement signalés dans l'histoire pour leurs crimes, de façon à ce qu'on puisse se prémunir dans le futur, pour les générations à venir, que de telles choses ne se reproduisent pas. Parce qu'à chaque fois, on trouve de nouvelles manières d'être cruel et inhumain, vicieux, cynique et impitoyable, sous les apparences de ceci et de cela, en faisant croire que nanana, etc. Il n'y a pas de limite à la méchanceté, à la haine, à la folie. Et on peut par contre s'améliorer dans notre capacité à la détecter, à l'anticiper et à la contrer par anticipation. Merci.